suis Alix Duroux, je suis médecin gériatre, c'est-à-dire que ma spécialité est de m'occuper des personnes âgées. Dans ma pratique, je prends à la fois en charge des gens autonomes qui vont être hospitalisés pour une courte durée, pour une infection par exemple, et aussi des patients dépendants atteints de maladies chroniques. La vie de tous ces patients est toujours digne. Elle n'est pas toujours facile. L'interdit de tuer, c'est la limite justement qui, face à toutes ces souffrances, nous réoriente en permanence vers la vie. Il y a toujours une possibilité d'accompagnement qui respecte vraiment la personne. Je pense à un patient croisé lors d'une des visites en EHPAD. On fait avec l'hôpital des visites à l'extérieur de l'hôpital. Et notre avis avait été demandé pour un monsieur qui était très agressif en fin de journée. Au cours de l'entretien, il me confie à plusieurs reprises que s'il avait un revolver, paf, il en finirait. Et en même temps, au cours de la même discussion, il me parlait de l'importance de la visite de son fils et de la joie que ça lui procurait. Et quand je lui ai demandé ce qu'il aimait, ce qu'il faisait avant pour s'occuper, il m'a parlé de sa passion pour le football, de sa passion pour le PSG, du fait qu'il aimait bien faire de la pétanque et que ça lui manquait beaucoup. Et on sentait vraiment qu'il était très heureux d'avoir un moment pour échanger et pour discuter. Il m'a aussi avoué qu'il était angoissé, qu'il avait peur qu'on lui vole ses affaires, parce que c'est vrai qu'avec la maladie d'Alzheimer, on peut oublier certaines choses, et donc les pertes peuvent être vécues comme des vols et des agressions. Et donc, il peut y avoir une vraie angoisse. Le fait aussi qu'il se déplaçait en fauteuil roulant, c'était pour lui un sentiment de vulnérabilité. Et donc, dès que quelqu'un approchait, il sursautait parce qu'il avait peur de se faire frapper. Il y avait tous ces éléments qui faisaient qu'il était vraiment dans une situation d'inconfort avec un syndrome dépressif. À la fin de cet entretien, on a vu l'équipe soignante et on a décidé ensemble des solutions pour ce monsieur. Déjà, introduire un traitement antidépresseur. Et puis ensuite, lui proposer de rejoindre les activités de groupe qui lui étaient pas proposées auparavant. Organiser aussi un tournoi de pétanque dans l'EHPAD pour les autres résidents. Pouvoir essayer aussi des séances de football en fauteuil avec son kiné. La loi Claeys-Leonetti est largement suffisante. Il faut savoir que dans la majorité des cas, les décisions de fin de vie sont prises assez facilement, en concertation avec le patient, qui est le premier à participer à la discussion quand il est en état, et avec la famille. Et finalement, en gériatrie en tout cas, face à un épisode aigu trop lourd que le patient ne serait pas capable de supporter, on laisse faire aussi l'évolution naturelle de la maladie et on se contente, en tant que médecin, d'accompagner les éventuels symptômes qui pourraient apparaître, comme la douleur ou l'angoisse, avec des molécules qu'on sait maintenant bien utiliser, et dans une démarche que la loi autorise, c'est-à-dire que tant qu'on cherche à soulager, on n'a pas de limite supérieure de normes pour utiliser ces médicaments. L'objectif, c'est de soulager notre patient. On a des molécules qui sont disponibles, qui sont efficaces, qui sont sûres d'utilisation, et on a eu peur pendant un certain temps de les utiliser. Cette peur n'était pas fondée, et heureusement, aujourd'hui, on a des autorisations légales. Il faut maintenant changer les mentalités, puisque c'est ça le plus dur finalement, après les autorisations légales. Mais ces molécules sont efficaces, et quand on sait les manier, elles sont réellement bénéfiques. L'enjeu, c'est de ne pas avoir peur d'utiliser ces médicaments, puisqu'ils permettent vraiment de soulager le patient. Et en effet, l'enjeu, c'est de former les nouvelles générations de médecins. Nous, on a quand même grandi avec, donc on sent que l'appréhension de la morphine, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans nos générations, et tant mieux. Donc on est quand même plein d'espoir pour l'amélioration de la prise en charge de la fin de vie. On ne meurt pas aujourd'hui comme on mourrait il y a 20 ans, c'est évident. Dans un service de gériatrie à l'hôpital, la question de la fin de vie est une question du quotidien. On a parfois jusqu'à 30% de nos patients qui sont dans une prise en charge de fin de vie, c'est-à-dire qu'ils ont eu une décompensation aiguë, et c'est une décompensation qui est trop aiguë, qui nécessiterait des soins trop lourds, et pour laquelle la décision est prise de manière collégiale avec la famille et avec plusieurs médecins, que la décision la plus raisonnable et la plus respectueuse,
c'est d'accompagner la personne vers sa mort naturelle. Pour autant, on met en place des médicaments et des solutions pour soulager le malade qui sont efficaces et qui permettent, même si on n'est pas dans une unité de soins palliatifs dédiée, d'accompagner de façon digne et respectueuse les derniers jours de la personne. Avant de discuter de toute chirurgie, avant de discuter de tout projet, même d'un examen complémentaire qui pourrait être, je ne sais pas, un scanner ou parfois quelque chose d'un peu plus invasif comme une coloscopie, le premier critère, c'est le choix du patient. Et ça, c'est vraiment important, c'est primordial. Nous, on aime notre métier, mais ce qu'on veut pour nos patients, c'est leur qualité de vie. Il est évident qu'un patient qui nous demande de ne pas aller plus loin, on respecte son choix et on reste présent pour l'accompagner et lui proposer des solutions autres que cet examen, des solutions d'accompagnement. On anticipe, on peut faire des demandes de soins palliatifs en anticipé, mais notre premier désir, c'est d'accompagner nos patients dans leur choix, tout en respectant aussi cet interdit de tuer qui est pour nous fondateur de la médecine. Très honnêtement, les demandes explicites de mourir sont extrêmement rares. Il y en a, qui sont souvent des appels au secours, de patients dans une grande détresse psychologique et une grande anxiété, par laquelle on doit répondre par de l'écoute, par une prise en charge psychologique, éventuellement par un traitement médicamenteux. En revanche, ce qui est très fréquent, c'est des patients qui nous disent « moi je suis prêt à mourir » ou « j'en ai marre, ça devient long ». C'est chez ces patients-là qu'on doit réfléchir à l'intensité de nos soins et bien entendre leur désir de ne pas aller trop loin et de les accompagner, s'ils le souhaitent, vers une mort naturelle. La souffrance et la détresse peuvent nous happer vers des issues expéditives. La loi nous protège, puisqu'elle nous oblige à être toujours inventifs et à trouver des solutions qui soient réellement humaines. Je pense à tous ces chercheurs qui se démènent pour trouver un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Je pense aussi à tous les bénévoles qui visitent régulièrement des personnes âgées dans des EHPAD. Je pense à toutes les nouvelles molécules qui ont été développées en soins palliatifs pour lutter contre la douleur. Rentrer dans cette dynamique d'accompagnement et de respect du patient jusqu'à sa mort naturelle est une condition essentielle pour maintenir la structure de notre société. Elle garantit et elle protège les liens qui unissent les familles et les générations entre elles. L'euthanasie est un danger nocif parce qu'elle signifierait qu'on n'a plus besoin des plus fragiles. Voulons-nous une société de la performance où on juge les êtres humains à leur efficacité et on refuse tous leurs défauts, toutes leurs limites, toutes leurs fragilités? Je soutiens le collectif Soulager mais pas tuer, car justement, il veut faire entendre dans le débat cette voix positive, cette voix qui interroge nos concitoyens et qui leur rappelle qu'une société unie qui accepte les plus fragiles est une société du progrès.